Le moniteur cardiaque a affiché une immaculate à exactement 14h14 lors d'un mardi parfaitement ordinaire. Je n'ai pas vu de tunnel de lumière blanche. Je n'ai pas vu de montage de mes plus grands succès projetés sur un écran de cinéma. Je n'ai pas vu de parents décédés m'attendre dans une prairie d'air parfaitement entretenue. Ce que j'ai vécu pendant les 4 minutes et 12 secondes où mon cerveau a été complètement privé d'oxygène et où mon cœur a cessé de battre lors de ce qui était censé être une opération de la vésicule biliaire de routine, était quelque chose de bien plus terrifiant et infiniment plus profond que n'importe quelle représentation hollywoodienne de l'au-delà. J'ai fait l'expérience de l'évaporation totale et instantanée de l'illusion. Je m'appelle Elena, j'ai 38 ans. Il y a 2 ans, à cause d'une réaction allergique bizarre confinée à une anomalie électrique cachée et incroyablement rare dans mon cœur, je suis morte techniquement, légalement et biologiquement sur une table d'opération à Chicago. Lorsque le défibrillateur a finalement relancé mon cœur sur un rythme reconnaissable et que je me suis réveillée aux soins intensifs 3 heures plus tard, avec un tube dans la gorge et une poitrine que j'avais l'impression d'avoir été écrasée par un camion de ciment. Mon mari, depuis 10 ans, Marc, était assis sur la chaise en plastique à côté de mon lit. Il pleurait. Il me tenait la main. Il ressemblait à l'image parfaite d'un conjoint dévoué et terrifié qu'il amour de sa vie. Je l'ai regardé. J'ai regardé les larmes couler sur son visage. J'ai senti la chaleur de sa main serrer la mienne. Et la toute première pensée qui s'est cristallisée dans mon cerveau pris d'oxygène et fortement médicamenté n'était pas « je t'aime ». Ce n'était pas « Dieu merci, je suis en vie ». La pensée était « je ne peux pas passer une seule seconde de plus de mon temps d'emprunt à prétendre être la femme qu'ils pensent être mariée ». Dès qu'ils ont retiré le tube respiratoire, alors que moi j'étais encore à vif et que ma voix était à peine un chuchotement. Rock. Je l'ai regardé directement dans les yeux et la toute première phrase cohérente à quitter ma bouche a été « Marc, j'ai besoin d'un divorce ». Je ne l'ai pas dit sous le coup de la colère. Je ne l'ai pas dit dans un état de délire. Je l'ai dit avec la clarté terrifiante et tranchante de quelqu'un qui littéralement a regardé dans le vide d'absolu et s'est rendu compte que tout, ce dont elle avait peur de son vivant, n'était rien de plus qu'une fiction complètement pathétique et inventée. Si vous écoutez ceci en ce moment, si vous êtes assis dans votre voiture, en route pour le travail, ou si vous pliez le linge dans votre salon, et que vous participez actuellement à une vie qui ressemble à un costume qui ne vous va pas, je viens de vous m'accordiez toute votre attention. Je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de l'au-delà. Je fais cette vidéo pour parler de la tragédie brutale et catastrophique de Loi en vie. La vie que vous vivez en ce moment, pendant que vous attendez la permission d'exister réellement. Quand mon cœur a cessé de battre, la peur du jugement a cessé de battre avec lui. J'avais passé mes 36 années entières avant cette opération à être un caméléon professionnel. J'étais une conservatrice experte d'une identité conçue exclusivement pour rassurer les autres. J'ai rencontré Marc quand nous avions 25 ans. Il m'a demandé en mariage quand nous en avions 27. C'était un homme bon sur le papier. Il avait un emploi stable dans une entreprise, il aimait jouer au golf le samedi, et il avait une idée très spécifique et rigide de « à quoi ressemblait une vie réussie ». Et moi, terrifiée à l'idée de décevoir mes parents, terrifiée à l'idée d'être laissée pour compte pendant que mes amis se mariaient, terrifiée à l'idée d'affronter les désirs chaotiques, d'ordonnés et artistiques que j'avais réels. Je me suis simplement moulée dans la forme exacte qu'il exigeait. J'ai arrêté de peindre parce qu'il pensait que c'était désordonné pour le salon. J'ai arrêté d'écouter de la musique forte et abrasive parce que ça lui donnait mal à l'être. J'ai appris à organiser des dîners avec ses collègues ennuyeux. J'ai perfectionné le sourire. J'ai appris les répliques. J'ai passé 10 ans à écrire une performance magnifique et grandement saluée pour un public composé d'une seule personne. Et j'étais misérable. C'était une misère localisée, silencieuse et très fonctionnelle. Le genre de misère qui rend si bien sur Instagram. Le genre de misère qui vous vaut les compliments des voisins. Elena et Marc sont un couple si parfait. Ils ne me complimentaient pas, complimentaient le costume. Quand on meurt, et je veux dire quand on meurt véritablement, quand les lumières s'éteignent vraiment,
on se rend compte d'une chose qui devrait être la vérité fondamentale enseignée dans toutes les écoles de la Terre. Personne ne vous regarde. Le public pour lequel vous pensez jouer, les parents, les voisins, le patron, le conjoint, la société, ils n'en ont absolument rien à faire. Ils sont entièrement et complètement consumés par leur propre performance. Le jugement que vous essayez si désespérément d'éviter est un fantôme. Il n'a aucun poids réel. Vous échangez la monnaie irremplaçable et miraculeuse de votre existence finie, achetez l'approbation de personnes qui oublieront votre nom un mois après vos funérailles. Si cette déclaration vous donne la nausée en ce moment, si vous réalisez que vous dormez actuellement à côté de quelqu'un qui est entièrement amoureux d'une version de vous qui n'existe pas réellement, cliquez sur le bouton Soissane de cette ken. Rejoignez-nous. Nous sommes une armée de personnes qui ont décidé que la glaire de garder le costume est finalement pire que la douleur de l'enlever. Abonnez-vous pour rester éveillé, car la pression pour se rendormir est immense. Laissez-moi vous raconter la conversation que j'ai eue avec Marc le lendemain de mon réveil. Il pensait que l'anesthésie m'avait causé des lésions cérébrales temporaires. Il a appelé le neurochirurgien dans la chambre. Il faisait les 100 pas, avec de la colère et beaucoup de confusion. « De quoi parles-tu » exigea-t-il, la voix brisée. « Je t'ai presque perdu hier. Et tu parles de divorce ? Es-tu folle » ? « Non, ai-je chuchoté. Pour la première fois depuis 36 ans, je suis en fait saine d'esprit. » Je l'ai regardé et j'ai ressenti une profonde et écrasante de pitié. Pas seulement pour moi, mais pour lui. « Marc, ai-je dit, tu aimes une femme calme, qui est d'accord avec tout ce que tu dis, qui aime recevoir les associés de ton cabinet le vendredi soir et qui veut déménager en banlieue et a 3 enfants. Je dors que tu l'aimes. Mais cette femme, ce n'est pas moi. Elle l'a jamais été. C'était un rôle que je jouais parce que j'étais trop terrifiée pour te dire que je veux vivre dans un studio, me peindre jusqu'à 4 heures du matin et ne jamais, absolument jamais avoir d'enfant. Il m'a regardé comme si je venais de parler une langue extraterrestre. Je t'ai escroqué, et je continuais. Et je me suis esquée moi la même. Je suis morte hier. Et quand je suis revenue, le costume n'est pas revenu avec moi. Je refuse de le remettre. Le divorce a été brutal. Non pas parce que c'était compliqué sur le plan juridique, mais parce que lorsque vous arrêtez enfin de jouer au jeu, les personnes qu'on pointait sur votre conformité se mettent violemment en colère. Mes parents m'ont dit que je gâchais une situation parfaite. Mais mes amis ont cessé de m'inviter à leur dîner de couple. La société punit les femmes qui sortent du rang, mais la société devient pratiquement venimeuse lorsque vous sortez d'un rang qui semblait réussi, aux yeux de tous les autres. Mais je veux vous parler du silence. La première nuit que j'ai passée dans mon propre appartement, un studio minuscule et exigu dans un quartier Minanaib qui sentait légèrement le chou, bouilli, a été la plus belle nuit de toute ma vie. Il n'y avait pas de meubles. J'ai dormi sur un matelas gonflable sur le sol. Je n'avais pas de dîner parfaitement organisé à planifier. Je n'avais pas de rôle à jouer. Je me suis assise sur sa matelas gonflable dans l'obscurité, écoutant les sirènes hurler dans la rue en contrebas, et pour la toute première fois de mon existence, j'étais seule avec moi-même. Le silence n'était pas solitaire. Le silence était assourdissant et d'une liberté enivrante. Je n'ai pas eu à défendre mon existence. Je n'ai pas à comprimer ma personnalité pour la faire rentrer dans le tupperware émotionnel de quelqu'un d'autre. La terreur que vous ressentez en ce moment, la peur de quitter un mauvais mariage, la peur de quitter une carrière lucrative qui vous donne envie de sauter d'un pont, la peur de décevoir aux parents profondément critiques. Cette terreur est réelle. Je ne vous mentirai pas. Mais la terreur d'enlever le masque est aiguë. C'est une douleur vive et brève. La terreur de garder le masque est chronique. C'est une douleur sourde, étouffante et permanente qui finira par vous pourrir de l'intérieur. J'ai une question pour vous, et je veux que vous y répondiez avec l'honnêteté brutale de quelqu'un qui a un médecin debout au bout de son lit, tenant un dossier indiquant une ligne de temps fatale. Pour qui jouez-vous la comédie ? En ce moment même, aujourd'hui. Regardez votre calendrier. Regardez les SMS que vous avez envoyés aujourd'hui. Regardez la personne assise sur le canapé à côté de vous. Regardez le diplôme pour lequel vous étudiez. La vie de qui de vous en train de vivre réellement. Vivez-vous le scénario qui vous a été remis à l'âge de 18 ans parce que vous manquiez d'expérience ou aviez trop peur pour écrire le titre. Vôtre
La plupart des gens utilisent leurs relations non pas comme des partenariats de croissance mutuelle, mais comme des cachettes émotionnelles incroyablement sophistiquées. Nous trouvons quelqu'un qui exige que nous soyons une version spécifique de nous-mêmes et nous utilisons ces attentes comme une excuse pour ne jamais te faire. Le travail terrifiant de découvrir qui nous sommes réellement. Je ne peux pas me consacrer à mon art parce que mon mari a besoin de stabilité. Je ne peux pas créer une entreprise parce que ma femme m'a besoin que qu'elle soit à la maison à 17h. Je ne peux pas voyager parce qu'à une hypothèque sur une maison que je n'aime même pas vraiment. Vous les utilisez comme d'un bouclier contre votre propre agence terrifiante. Et si vous atteignez la fin du voyage et que le moniteur commence son BDP avec cette lente, rythmique et terrifiante cadence, vous réaliserez que le bouclier ne vous a protégé de rien. Il vous a seulement empêché de faire l'expérience de votre propre vie. Si cette réalisation allume un feu dans votre poitrine en ce moment, j'ai besoin que vous appuyiez sur le bouton j'aime de cette vidéo. En tant qu'artiste, je trouve que la vidéo capture les expériences humaines d'une manière visuelle puissante. Faites-le immédiatement, n'y réfléchissez pas trop. Le fait de cliquer ce bouton est une déclaration physique et numérique que vous ressentez la vibration de la vérité. Cela envoie un signal à votre propre système nerveux que vous êtes prêt à briser le scénario. Quand vous vivez une expérience de mort imminente, les gens vous demandent toujours quel est le secret. Ils veulent que je leur confie de profondes vérités ésotériques sur l'univers. Ils veulent que je leur explique le sens de la vie. Le sens de la vie est exceptionnellement simple et pourtant pratiquement personne n'a le courage de le mettre en pratique. Le sens de la vie, c'est la congruence. La congruence entre la vibration à l'intérieur de votre poitrine et les mots qui sortent de votre bouche. C'est l'alignement absolu et sans compromis de ce que vous pensez et de ce que vous faites. Lorsque vous manquez de congruence, lorsque vous souriez alors que votre âme hurle, lorsque vous dites oui alors que chaque cellule de votre corps hurle non, lorsque vous restez dans votre mariage parce qu'un départ est trop compliqué sur le plan juridique, vous commettez lentement un suicide psychologique. Vous vous détruisez au niveau moléculaire. Vous pensez que vous maintenez la paix. Vous ne maintenez pas la paix. Vous ne faites qu'intérioriser la guerre. Vous faites de votre propre corps le champ de bataille pour que personne d'autre n'ait à être dérangé par votre vérité. Je suis morte pendant 4 minutes. J'ai franchi la ligne. Et de l'autre côté de cette ligne, je vous en supplie, arrêtez d'intérioriser la guerre. Allez dans la cuisine ce soir et dites la vérité. Remettez votre lettre de démission demain matin. Appelez vos parents et dites-leur que vous n'irez pas à la faculté de médecine. Oui, le monde va exploser. Oui, des sentiments seront heurtés. Oui, il y aura du chaos. Mais de ce chaos, vous finirez, pour la première fois de votre vie, à respirer l'incroyable air de la liberté réelle, glaciale et terrifiant. Et lorsque votre moniteur finira vraiment par tracer une ligne plate, et cela arrivera pour chacun d'entre nous, vous partirez en sachant que la personne qui vient de mourir était bel et bien vous. Pas un personnage que vous aviez inventé pour survivre à un dîner du mardi soir. Êtes-vous un otage dans votre propre vie? Je vous lance un défi maintenant, alors que cette vidéo touche à sa fin. Descendez dans la section des commentaires. C'est anonyme, c'est en toute sécurité. Je veux que vous écriviez le nom du rôle que vous avez joué jusque-là. Êtes-vous la fille parfaite? Êtes-vous le pourvoyeur? Êtes-vous le partenaire complaisant? Nommez le masque que vous avez gardé collé sur votre visage. Et puis, juste à côté, écrivez une action terrifiante que vous allez entreprendre cette semaine pour commencer à l'arracher. Nommez cette action. Dites-le au monde. Faites la déclaration. Et si vous connaissez quelqu'un, une sœur, un meilleur ami, un collègue, qui étouffe actuellement dans une vie complètement fausse et organisée, partagez cette vidéo avec lui tout de suite. Vous pourriez être le ciseau qui fera en un clin éclater le plâtre du masque. Abonnez-vous à la chaîne, restez vigilant. Le monde essaie toujours vous remettre dans le costume. Restez nu, restez éveillé. Votre vraie vie vous attend de l'autre côté de votre peur.